Bonjour à tous, On refait le Mac a besoin de vous. Cela fait maintenant près de 9 ans que j'ai le plaisir de vous présenter cette émission. Que de chemin parcouru depuis le tout premier épisode. 300 numéros tournés, On refait le Mac a été le premier podcast vidéo à commenter et retransmettre en direct une keynote d'Apple. Nous avons le plaisir de recevoir de nombreuses personnalités de la tech et des médias, ce qui a été une formidable reconnaissance pour On refait le Mac. Semaine après semaine, j'ai rassemblé une équipe comptant en plus de nos chroniqueurs habituels un réalisateur, un assistant réal, un ingénieur du son, un directeur photo, 2 community managers, un social media manager, sans oublier nos développeurs pour l'application mobile et le site internet. Et bien sûr, nous avons monté notre studio pour réaliser chaque semaine On refait le Mac. Plus qu'une émission sur la tech, nous avons construit un véritable média à part entière. Mon leitmotiv n'a jamais été de faire de Refait le Mac un business, mais tout simplement de produire un débat en vidéo qui parle de tech et d'Apple en particulier, et jamais je n'aurais imaginé qu'il rencontre un tel succès, et c'est grâce à vous. Mais aujourd'hui, nous sommes à un tournant de l'histoire de l'émission. ORLM n'appartient à aucun groupe de presse, et pour que l'aventure continue, nous devons grandir, nous professionnaliser encore, tout en demeurant indépendants. Je souhaite à présent aller encore plus loin en lançant de nouvelles émissions, en tournant des interviews exclusives avec de grands noms de la tech et en produisant des documentaires de qualité. Pour cela, nous devons acquérir du matériel professionnel et rééquiper notre studio, investir dans l'ensemble des outils indispensables pour créer une véritable chaîne de la tech et bien sûr rémunérer ceux qui produisent On refait le Mac chaque semaine et dont la plupart sont des bénévoles. Aussi, On refait le Mac a besoin de vous. Vous aimez nous regarder, vous souhaitez nous encourager, vous pouvez nous soutenir en versant la somme de votre choix. À vous de choisir ce que vaut vraiment On refait le Mac. Pour remercier nos donateurs, leurs noms s'inscriront au générique de fin de l'émission. Vous pourrez également nous rejoindre en plateau pour suivre les coulisses des enregistrements, suivre également la captation de nos lives en public et même devenir chroniqueur pour participer à nos débats et pourquoi pas déjeuner avec nous. Alors, n'oubliez pas, On refait le Mac a besoin de vous pour devenir une web TV indépendante et le média tech de référence que vous avez plaisir à retrouver chaque semaine. Et n'oubliez pas, On refait le Mac a besoin de vous. C'est à Las Vegas que s'est donné rendez-vous la planète tech pour le CES. Retour sur les principales tendances de cette édition 2019 du plus grand salon dédié à la tech. Mais c'est bien Apple, bien qu'absente du strip qui bouscule l'actualité avec l'annonce de vente en baisse de l'iPhone. Les explications de Tim Cook nous ont-elles convaincus? Débat. Le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Une très belle année à vous et une année qui commence très fort pour On refait le Mac. Nous avons atteint en quelques jours seulement le second palier de notre campagne de financement participatif sur Ulule. Grâce à vous, nous allons pouvoir acquérir de nouvelles caméras. Nous sommes plus très loin du 3e palier pour acquérir cette fois une caméra de reportage. Merci encore de nous soutenir, ça fait chaud au cœur pour faire de On refait le Mac une web TV et nous permettre de lancer prochainement de nouvelles émissions. Avec moi en plateau comme chroniqueur cette semaine, notre consultant en stratégie numérique, Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonne année Olivier, bonne année à tous. Bonjour, je suis très content de revenir et en plus le plateau est rempli. Le hangout aussi, donc voilà. Ouais, vous allez voir, il y a plein de gens en duplex, mais n'allons pas trop vite. Un nouveau venu dans cette émission, rédacteur en chef adjoint de l'Obs, désormais partenaire média de cette émission, Boris Mananti. Bonjour Boris, et merci de diffuser désormais On refait le Mac. Mais il n'y a pas de quoi. Et bonjour. Donc il faut se connecter sur l'Obs. Tout simplement, sur le site de l'Obs. Et on pourra regarder On refait le Mac. On pourra regarder donc, bonjour à tous les gens qui nous regardent sur le site de l'Obs et bienvenue. En duplex également, notre explorateur digital, Damien Douani. Bonjour Damien. Bonjour à toutes et à tous, quelle magnifique veste tu nous as sortie aujourd'hui, dis-moi Olivier. J'ai fait un effort pour les... Et le col roulé de Steve Jobs. C'est pour faire monter le crowdfunding, c'est ça en fait hein. Non, c'est pour faire plaisir aux gens de l'Obs, c'est pour ça. En duplex de la rédaction du Figaro, on parle avec tous les médias de la planète tech, ou presque. Elsa Bombaron du Figaro. Bonjour Elsa. Bonjour Olivier. Et merci d'avoir attendu Elsa. Elle comprendra pourquoi on dit ça. En duplex également, Driss Abdi de Next Drive. Bonjour Driss, bonne année. Salut Olivier, bonne année. T'as vu, moi j'ai pas fait d'effort. Hein. Bon, écoute, la semaine prochaine, je veux la cravate. Et enfin, notre community manager Florian Chambol. Bonjour Florian.
Bonjour, alors j'ai failli dire bonjour Steve Jobs parce que t'es habillé pareil, mais bonjour Olivier. Arrêtez, parce que j'ai mis un col roulé tout de suite. Il n'a pas de pochette. Bon, allez, on va enchaîner avec toi après le jingle et le sondage de la semaine. Le sondage de la semaine avec Florian. Quel est le sondage cette semaine? Quelle était la question posée sur le compte? Alors Olivier, la question que nous avons posée aux internautes sur Twitter, c'est: avez-vous été convaincu par les déclarations de Tim Cook concernant le ralentissement des ventes d'Apple? Vous avez été 228 à voter, 22% de oui et 78% de non. En résumé, un rappel des faits, Tim Cook a réalisé il y a 15 jours une déclaration suite à la publication d'un profit warning. En clair, les ventes d'iPhone sont en baisse et n'atteindront pas les prévisions d'Apple. On parle d'une baisse de l'ordre de 10%, entre 40 et 43 millions d'iPhone se seraient écoulés lors du dernier trimestre, contre 47 et 48, voire 48 prévus. Le PDG d'Apple évoque comme raison principale de ce ralentissement la Chine, et notamment la détérioration des relations américano-chinoises suite à la guerre économique lancée par notre ami Donald. En 2012, la Chine, notre ami façon de parler, la Chine représentait 22% du CA d'Apple. Ce chiffre serait plus proche des 18% lors du dernier résultat d'Apple. Autre raison pointée du doigt, l'offre de changement des batteries des anciens iPhones suite au Batterygate, on en a parlé il y a 15 jours dans cette émission, dans la rétrospective, qui aurait également ralenti les nouveaux modèles. Bref, madame, messieurs, votre réaction à ces déclarations, avez-vous été convaincu? On va commencer peut-être par Stéphane en plateau. On a un taux d'équipement en dessous pour les personnes de moins de 35 ans de 100%. En smartphone. Pour ceux qui ont au-delà de 35 ans, c'est presque 100% également. Donc, qu'est-ce qui va motiver le changement aujourd'hui? Ça va être les nouveautés et le prix. Versus le prix. Qu'est-ce qu'on a? On a des téléphones qui évoluent peu par rapport à la concurrence et ils sont de plus en plus chers. Boris, est-ce que tu es d'accord avec Stéphane? Est-ce que l'excuse est un peu facile? Et effectivement, est-ce que le problème ne vient pas tout simplement de la politique tarifaire d'Apple qui est de plus en plus élitiste? Je suis complètement d'accord avec Stéphane et je dirais en fait simplement que le cru de cette année, le cru 2019, était assez moyen par rapport à l'iPhone 10. L'iPhone 10S n'avait pas beaucoup d'innovation, pas beaucoup d'intérêt. On sait que d'ailleurs la presse est beaucoup plus tournée vers le 10R. Qui n'a pas non plus apparemment hyper cartonné non plus. On a vu pas mal de promos pendant les fêtes, ce qui est assez étonnant de la part d'Apple. Et donc peut-être que ça manquait effectivement d'innovation complètement. Et il y a toujours cette idée de peut-être trop se reposer sur l'iPhone du côté d'Apple. Ouais, il faudrait passer à d'autres produits qui prennent plus d'importance dans la gamme d'Apple. Peut-être celui-là serait pas mal. Nous, ça nous touche particulièrement ce produit-là. Elsa, quelle est ton opinion? Est-ce que tu es d'accord avec les avis de nos chroniqueurs en plateau? Alors je vais dire non, je ne suis pas d'accord parce que je pense que la Chine, il y a un véritable souci quand même, d'une part à cause de la politique tarifaire de Trump et des pressions qui font que les consommateurs chinois se détournent d'Apple, et aussi avec une concurrence croissante des marques chinoises qui arrivent avec des produits très compétitifs. Ça y est, les Apple Killers, les iPhone Killers sont sur le marché. Donc la Chine est pour moi une vraie raison des baisses des ventes d'iPhone. Et puis après, par contre, je vais quand même rejoindre Stéphane. Oui, il y a un problème de positionnement prix. Quand on touche des téléphones qui tiennent tout à fait la route à 500 €, justifier un prix de vente à 1686 € à peu près, c'est quand même compliqué. Ouais, selon l'Institut Canalys, les ventes de smartphones ralentissent en Chine, moins 12% en 2018. On s'attend peut-être même à moins 15% en 2019. Donc effectivement, il y a un ralentissement. Et puis, tu l'as dit, il y a des marques chinoises. Il y a en plus un fort patriotisme en ce moment, et toujours d'ailleurs pour les marques chinoises, dans le pays du soleil levant. Non, ça c'est le Japon. C'est l'Empire du Milieu. C'est l'Empire du Milieu, excusez-moi. Oui, mais voilà, je fatigue. Le décalage horaire. Driss, ton avis par rapport à cela? Est-ce que tu es d'accord avec l'analyse de nos petits camarades et on enchaînera avec Damien? Écoute, tout à fait d'accord avec notamment ce que vient de dire Elsa. Regarde, là j'ai le dernier Huawei, là j'ai un OnePlus. C'est des téléphones qui ils restent chers, c'est pas à 500 €, mais en termes de performance et d'innovation, c'est juste hallucinant ce qu'ils nous proposent. Damien, ton opinion, c'est vrai que on voit bien, la concurrence est de plus en plus sévère. On a l'impression qu'Apple s'est un peu isolé dans sa tour d'ivoire, que Tim Cook, et qu'il continue à augmenter les prix au moment où, au contraire, on imaginait qu'elle allait baisser. Et que le rôle de l'iPhone 10R d'offrir la technologie de l'iPhone 10 à tous ou presque n'a pas vraiment joué à ces tarifs-là. On va dire qu'Apple a trait la vache jusqu'au maximum, la vache à lait, comme beaucoup d'entreprises qui très souvent, quand elles ont un produit phare, ils vont jusqu'au bout. Mais très souvent, ces entreprises-là ont un produit non pas de substitution, mais de relais. Et je pense que pour Apple, pour l'instant, ils en ont.
mais aucun n'est capable aujourd'hui de faire un relais efficace. Et puis il y a un autre élément aussi, c'est que Apple était monté à des niveaux très très hauts en termes de performance, notamment financière, qui sont déjà juste exceptionnels. Donc effectivement, ça fait bizarre de voir descendre. Maintenant, si on compare à d'autres entreprises, même cette baisse, on va dire, l'entreprise reste quand même encore extrêmement bien profitable. Ouais. C'est vrai que la marge est devenue, Stéphane, vraiment un souci majeur chez Apple. On sait que la première décision qu'a pris Tim Cook lorsqu'il est arrivé à la direction d'Apple, c'est de rémunérer les actionnaires, ce que c'est toujours refusé Steve Jobs. Est-ce que quelque part, c'est pas le résultat de cette politique-là aujourd'hui, en disant voilà, il faut préserver la marge maximum et on arrive à des prix qui sont un petit peu déraisonnables, c'est le moins qu'on puisse dire. Ok, les prix augmentent. Les fonctionnalités, ils sont allés à leur rythme, mais d'autres ont été beaucoup plus vite. Quand on sait que pour les Huawei, le P20 Pro, quand ils sont sortis, on avait entendu parler le chiffre hallucinant de 13 000 ou 14 000 personnes Qui travaillaient dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, ils mettent autant de moyens pour un iPhone ? Non. Et entre-temps, quand même, en 10 ans, il s'est passé quoi ? C'est qu'Apple, qui vendait des ordinateurs, a transformé complètement son modèle et c'est maintenant l'iPhone et l'iPad qui représentent plus de 60% de leur chiffre d'affaires. Donc c'est quand même pas anodin de transformer une société, c'est ce que tout le monde essaye de faire en ce moment. Donc aujourd'hui, maintenant, il y a une phase peut-être qui va être plus ronronnante. S'il y a des grosses annonces qui sont faites en 2019, ce qu'on souhaite, peut-être ils repartiront de l'avant. Mais aujourd'hui, comme l'a dit Elsa, les iPhone killers sont nombreux et les tentations de basculer existent parce que vraiment, nouveauté, innovation versus prix, c'est plus intéressant. Derrière, il faudra être innovant. Parce que je ne pense pas qu'ils vont descendre de 50% leurs tarifs. Au-delà, peut-être Elsa ou Boris ici en plateau, effectivement, on va voir si Apple va se lancer dans une guerre des prix dans les semaines qui viennent. On va voir s'il y aura l'innovation un peu plus dans les mois qui viennent. Quelle est la capacité de croissance aujourd'hui d'Apple en termes de vente de smartphones ? On en a beaucoup parlé de l'Inde. On voit que c'est plutôt un four en Inde. C'est un peu normal vu le niveau de vie en Inde aujourd'hui quand on voit le prix des iPhones. Est-ce qu'il y a des pays comme ça qui pourraient être un relais de croissance qui permettait à Apple de maintenir ses prix élevés et simplement d'arriver sur ce nouveau marché? On sait qu'en Inde, Apple aura de grosses difficultés, surtout qu'il y a un statut très protecteur en Inde pour les constructeurs de téléphones. Il faut produire localement. Est-ce qu'un pays... Ils ont annoncé... Pardon. Elle prend la main, vas-y. Ils ont annoncé la construction d'une usine en Inde. Voilà, c'était pour ça que je pose la question. Allons-y, Elsa, développe. Donc, Apple a déjà une usine qui construit des iPhones d'entrée de gamme en Inde et ils ont annoncé la construction d'une deuxième usine pour répondre à ce marché. Et je vous laisserai compléter, mais je crois qu'en regardant uniquement la croissance du marché des smartphones, on regarde juste un tout petit bout du problème. Tim Cook, ça fait 4 ans qu'il rappelle qu'Apple est une société de services. Donc ça dit bien où il veut aller chercher la croissance. La croissance, il veut aller la chercher en vendant de la musique, du streaming, des contenus vidéo, des données sur la santé. On voit qu'ils mettent un énorme accent sur la santé. Donc la croissance, à mon avis, ce ne sera plus les smartphones. En complément peut-être. Moi, je dirais entièrement d'accord. Apple, entreprise de luxe par ses marges, et peut-être qu'à un moment, la marge aussi importante que fait Apple, c'est plus sur du produit, c'est sur du service. Donc on attend tous qu'ils nous rachètent un Netflix ou autre et qu'ils lancent une énorme plateforme de service où ils pourront se faire autant de marge et relancer leur croissance. Alors ça tombe bien parce qu'il y a eu quelques éléments qui permettent de penser qu'Apple prend cette direction à Las Vegas. Donc retour à Las Vegas où Apple n'était pas présent comme exposant, mais a délivré tout de même un message le long du strip avec une affiche géante qui s'inspire de la célèbre devise de la capitale du jeu, à savoir ce qui se passe à Las Vegas demeure à Las Vegas. Ça a été transformé en slogan comme ça donnait ce qui se passe sur votre iPhone demeure sur votre iPhone. Petite piqûre de rappel concernant la politique en matière de gestion des données personnelles propres à Apple. C'est ce qui s'appelle faire diversion, Driss. Diversion, je sais pas, c'est se rappeler au bon souvenir de tout le monde si besoin. Tu sais, c'est comme tous les salons, ils ne sont pas présents, mais en même temps, ils sont présents, que ce soit par les accessoires. Là, la grosse annonce en matière de télévision, c'était la compatibilité AirPlay 2. Donc, si tu veux, voilà, c'est une manière d'être sous les spotlights. Mais encore une fois, ils sont présents au salon d'une manière ou d'une autre. Ouais. De manière générale, comment vous avez trouvé cette édition en 2019 ? Peut-être Elsa, toi qui étais, quelles étaient vraiment les grandes tendances cette année et peut-être les surprises ? Les grandes tendances, évidemment, il y a eu toutes les annonces que Driss formulait sur la compatibilité d'AirPlay avec des téléviseurs, notamment Samsung et LG. Et puisqu'on parle des Coréens,
Le truc qui a quand même fait énormément de buzz, c'est la télé qui s'enroule de LG, qui passe à une dimension différente dans le monde des écrans, et c'est ce qu'on attendait. C'est un écran qui se roule et qui se déroule. Donc peut-être là, ça serait un motif de rebond et de redémarrage des ventes d'iPhone si un jour Apple passe à ça. Ouais, tu as raison. Tu l'as dit, l'écran roulable, également surprise d'Apple qui était quand même présent à Vegas puisque c'est l'arrivée d'AirPlay dans les téléviseurs et l'enterrement définitif de la télévision d'Apple, cher à Steve Jobs malheureusement. Le CES est toujours un moment privilégié pour des constructeurs de télé pour faire leur annonce de nouveaux modèles. Je vous propose qu'on fasse le point dans ce prochain chapitre. CES 2018, 8K, OLED, AirPlay et écran enroulable au menu Nouvelle TV. On l'a dit, surprise, Samsung, le concurrent d'Apple, a annoncé l'arrivée d'AirPlay 2, mais aussi de Siri et iTunes dans les téléviseurs de la marque coréenne, suivi également par LG et Sony. Le tout sera compatible HomeKit. Apple réagit donc enfin à l'offensive d'Amazon et de Google, dont les assistants sont implantés un peu partout presque. C'était également une des grosses tendances du salon, comme l'an passé, Elsa ou Driss. Est-ce que ça va permettre de rattraper le retard, vous pensez, ces annonces d'Apple par rapport aux géants de Google et d'Amazon? Peut-être avec Driss pour commencer. Deux choses. Moi, la première que je constate, c'est un peu un constat d'échec pour Samsung avec son assistant Bixby, qui était censé être au cœur de ses produits connectés dans la télévision. Après, effectivement, si tu veux, il y a besoin, on parlait tout à l'heure, Tim Cook, qui veut faire d'Apple une société de services. Si tu veux, pour vendre du Apple Music et autres services, forcément, si tu es disponible sur les téléviseurs des principaux constructeurs, que ce soit Samsung ou LG qui trustent le marché aujourd'hui, il fallait être présent sur leurs appareils. En clair, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Vous avez pu regarder, toucher, vous donner une idée un petit peu, que ce soit à Las Vegas, Elsa ou Driss? La même fonction qu'une Apple TV, en gros, c'est ça, grosso modo, sans les applications. C'est la même fonction qu'une Apple TV avec une partie des applications, et ça permet de retrouver directement le contenu de son iPhone sur son téléviseur. Donc, autre question, est-ce que c'est la mort de l'Apple TV? Et je suis complètement d'accord avec Driss. L'idée, c'est juste d'avoir une part de marché qui va passer des 12% d'Apple pour diffuser du contenu sur un grand écran de télévision aux 50-55% de part de marché cumulée des deux Coréens. 12%, c'est la part de l'Apple TV aux États-Unis, c'est ça, Elsa? 12%, c'est à peu près. Si on rajoute Sony, on doit arriver à 65% de part de marché dans les téléviseurs dans le monde. Donc évidemment, c'est beaucoup plus intéressant. Ce qu'on ne sait pas encore, s'il sera possible de mettre à jour d'anciens téléviseurs sous Android pour avoir disposé cette fonction-là, mais a priori, c'est logiciel, donc il n'y aurait pas de raison. Samsung a déjà annoncé que ça serait compatible avec les téléviseurs 2018, mais a priori pas avant. Bon, tu parlais de services tout à l'heure, Elsa, comme perspective de croissance. Damien, pardon, est-ce que tu crois que c'est quelque part la perspective de l'arrivée du service de streaming d'Apple qui est en train aussi de pointer le bout de ses jaquettes, dirons-nous? Steve Cobb semble avoir confirmé dans une interview la semaine dernière à CNBC, si je me souviens bien, Damien. Moi, j'appelle ça la stratégie du cheval de Troie. Autrement dit, le fait on les attendait, tout le monde espérait un jour peut-être qu'ils fassent une télévision. Steve Jobs n'a jamais parlé de télévision. Il a juste dit qu'il avait craqué le moyen d'améliorer la télévision. Et, j'ai 2-3 infos si tu veux là-dessus. Oui, bien sûr. La télé, elle est dans les labos de Cupertino. Elle est prête à sortir. Il faut juste que Tim dise oui. Effectivement, tu as entièrement raison. Ce que je veux dire par là, c'est que ils y sont pas allés pour plein de raisons. Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, ils y vont dans une logique de cheval de Troie ou de stratégie du coucou. Autrement dit, on va aller chez les autres. Moi, j'étais très surpris de l'annonce de LG, de Samsung ou autre, d'intégrer ce protocole. Il n'y a pas que AirPlay d'ailleurs. Il y a HomeKit. Parce que les télévisions sont vues comme des éléments HomeKit. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est d'aller regarder ce qui se passe derrière. Parce que si on lit AirPlay, HomeKit, et ce que c'est faire Siri sur ces télévisions, et quand on regarde en détail le code, on voit que Siri peut éteindre, allumer la télévision, monter le volume, changer les chaînes et ainsi de suite, on se rend compte finalement que ils ont mis au cœur de leur télévision, sans le vouloir, sans l'afficher vraiment, la mécanique d'Apple. Donc c'est hyper intéressant parce qu'ils intègrent ça à l'écosystème. Donc à nouveau, on retrouve cette logique de service, cette logique d'écosystème, et donc logiquement, s'il y a des apps qui vont bien, iTunes, Apple Music ou autre, développés pour WebOS ou les OS de ces différentes télévisions,
de fait, Apple s'intègre réellement dans ces plateformes. C'est hyper intéressant, je trouve, comme démarche et comme manière d'Apple de sortir de son OS fétiche. Ça a été assez inattendu. On a vu arriver le HomePod l'hiver dernier, l'année dernière. Ça n'a pas été un immense succès. On a vu juste avant les fêtes l'arrivée au sein d'Alexa d'Apple Music, qui est déjà un premier signe important d'ouverture, Damien. Et là, effectivement, l'arrivée d'AirPlay et d'HomeKit chez les constructeurs de téléviseurs. C'est étonnant que les concurrents d'Apple disent oui. C'est peut-être quelque part se tirer une balle dans le pied, non ? Ils veulent peut-être s'ouvrir aussi à certains utilisateurs qui seraient abonnés à Apple Music, typiquement. C'est vrai. Et qui du coup vont peut-être privilégier des produits Apple pour avoir une compatibilité avec leur service où ils payent un abonnement quand même tous les mois. Au-delà de ça, sur ce qui a été dit, moi j'attends quand même juste que Siri soit un peu meilleur, quoi. Oui, c'est vrai que ça reste le vrai problème de Siri, c'est celui-là. C'est un peu dommage qu'Apple ait quelque part été l'un des premiers à dégainer un assistant vocal. Et que derrière, il a pris beaucoup de retard par rapport à Google et Amazon. Tim Cook le sait, parce qu'il a annoncé récemment qu'ils allaient mettre vraiment beaucoup d'argent sur la table pour améliorer Siri. Ouais. Donc ils savent que c'est un peu leur point faible. Ouais. Et à la fois, ce qui est intéressant aussi, c'est que LG, Samsung ou autres reconnaissent que finalement, ils n'ont pas d'écosystème de services vraiment suffisant pour faire en sorte il n'y a pas de Samsung Music, on va dire, ou de LG Music suffisamment fort, donc ils préfèrent finalement aller intégrer des systèmes d'autres ou des plateformes d'autres comme celle d'Apple. Donc c'est quand même assez intéressant à voir ces mouvements sur les plateformes. Tous contre Google et Amazon en clair. On reviendra la semaine prochaine sur les annonces d'Apple, sur les perspectives de développement d'Apple dans une émission spéciale qui essaiera de savoir si Apple, oui ou non, a-t-elle perdu son mojo. Bref, restons sur les téléviseurs, les constructeurs multiplient les annonces, on l'a dit, comme lors de chaque CES. 3 tendances, Elsa et Driss, écran pliable, 8K et micro-LED. Ça vous va comme résumé, l'écran pliable avec le fameux LG dont vous parliez à l'instant? Moi, ça me va. Voilà. Alors, ça a marqué les esprits, ce fameux... L'écran pliable, oui, c'est une vraie révolution parce que ça fait 10 ans que tout le monde en parle, que tout le monde en rêve et ça y est, LG l'a démontré. Bon, maintenant, avant de l'avoir dans votre salon, il va falloir être un petit peu patient, Olivier, parce qu'a priori, le prix serait de l'ordre de 50 000 € en commercialisation. Ouais, mais qu'est-ce que c'est 50 000 € aujourd'hui? On peut acheter, nous, pour 50 000 €, on peut acheter, je sais pas, 40 caméras. Voilà, sur l'autre tendance aussi qu'on a vu chez Samsung avec les assemblages de micro-LED qui permettent d'avoir des écrans de 216 pouces, on va vers finalement une disparition de l'écran, c'est-à-dire que les téléviseurs sont de plus en plus gros, de plus en plus énormes, mais les constructeurs travaillent à des technologies qui permettent de les rendre discrets. Donc soit on l'escamote comme un LG, soit on a des fonds qui s'intègrent à sa décoration intérieure avec Samsung. Chez Sony, j'ai pas encore vu cette tendance, mais ça ne saurait tarder. Je sais pas, Driss? Non, chez Sony, ils sont à la bourse, c'est un gros bloc. Il est juste un petit peu incliné sur son socle. Il mise notamment sur le son plutôt en haut de gamme. Comme tu disais, les écrans enroulables, pliables, etc., ça fait un bail qu'on en voit. Ça devait arriver depuis des années dans la téléphonie mobile. Donc maintenant, voilà, fallait faire un gros coup de buzz. Surtout qu'ils devaient quand même se rattraper, LG. Je te rappelle qu'à l'IFA, ils avaient lancé leur téléviseur 4K qui était tombé en rade sur leur stand le premier jour du salon. Donc là, fallait vraiment faire un coup d'éclat et ils ont réussi. Pour le coup, on ne parle que de ça. Alors, est-ce que pour rester dans le mauvais esprit, quelque part, c'est pas forcément une nouveauté cet écran. Il a déjà été présenté l'année dernière, cet écran roulable. Bon, là, il va être commercialisé, mais enfin, tout le monde se dit formidable, vous avez vu cet écran, mais il a été présenté il y a 1 an. Bah écoute, pour être très franc avec toi, c'était encore une petite édition. Je crois que c'était Olivier. C'est Olivier, je crois, qui disait que c'est Esrati qui disait que c'était tous les 3 ans qu'on avait un gros boom en matière de techno. Là, encore une fois, cette année, petite édition, effectivement, j'en veux pour preuve. C'est vrai que quand on me demande alors qu'est-ce que tu as vu, je suis obligé de gamberger pour essayer de trouver un truc un peu cool. Pour le coup, moi, LG, ce que j'avais bien aimé, c'était plutôt l'an dernier où ils nous avaient montré des écrans très, très, très fins et qui déjà pouvaient se plier, effectivement, comme tu dis. L'écran pliable, Boris, c'est vachement important pour comprendre la tech aujourd'hui, parce que quand on parlait tout à l'heure des difficultés d'Apple, de Samsung qui fabrique des téléviseurs aussi, et des écrans de smartphones, est-ce que c'est pas ça la valeur ajoutée demain pour les futurs smartphones qu'on aura dans notre poche, par rapport aux Chinois qui aujourd'hui n'ont pas encore la techno pour produire ce genre de choses, ou n'auraient pas cette techno-là? Peut-être, ça c'est un petit peu dur à dire, c'est peut-être un peu tôt. Moi j'ai du mal à voir ce que ça va révolutionner encore dans mes usages, si ce n'est sur la télévision que enfin
on va pouvoir ne plus avoir de télé dans son salon. Enfin, elle va être cachée. C'est quand même un appareil qui est très moche. On parlait de tendance le 8K, c'était le cas chez Sony, qui va vite. Est-ce que ça va pas un peu trop vite, messieurs, dames, du côté des constructeurs de téléviseurs, de doubler la résolution tous les ans? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin un peu de stabilité pour fidéliser un petit peu ses utilisateurs? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu te retrouves un peu dans le cas de ce qu'on disait par rapport à l'iPhone. S'ils innovent pas, tu crois pas que leur vente risque de chuter, notamment dans le haut de gamme? On a un peu l'impression qu'ils se cherchent, si tu veux. La 3D, ça a été un fiasco. Donc on a eu la 4K. La 4K est plutôt bien installée. Aujourd'hui, il faut trouver autre chose. Donc, on a des téléviseurs plus en plus grands. Elle est bien installée, la 4K. Elle arrive à peine. Elle est bien installée en termes de constructeurs. On fabrique plein de 4K. Oui, moi, je te parlais en termes de téléviseurs. Une chaîne de télé qui met en 4K en France ou en Europe, moi, j'en connais quasiment pas. En RZ, bien sûr. On peut trouver sur le web ou sur le satellite, mais le 4K arrive à peine. Le contenu 8K, je veux dire, à part vraiment du très très haut de gamme et du Blu-ray ultra haute définition. Je te parlais pas de contenu. Déjà, le Blu-ray 4K, c'est une sombre blague. Il faut rappeler que quand même la plupart des masters sont des masters 2K. Donc ça aussi, c'est de l'upscale. Non, moi je te parlais de bien installer dans la distribution. J'avais ma casquette B2B si tu veux. Ouais. Aujourd'hui, les prix ont baissé. Tu vois, tu peux accéder à du 55 pouces en 4K à 500, 600 euros. Aujourd'hui, en revanche, il faut trouver quelque chose, le plus. Donc maintenant, c'est la résolution. En attendant, effectivement, les nouvelles technos comme le micro LED pour venir contrer le LED. Alors le micro LED, c'est une techno qui permet, Elsa vous l'a brièvement expliqué, qui permet d'empiler les dalles de manière transparente. On fait des puzzles d'écran et ça fait des énormes écrans géants, c'est assez étonnant. Une techno qui intéresse aussi Apple pour l'Apple Watch, puisqu'il y a un brevet micro LED. Une question toute bête, est-ce que vous pensez qu'Apple aurait intérêt à investir dans la fabrication de dalles? On sait qu'Apple a dépensé des milliards dans la conception de puces, non pas pour produire bien sûr des téléviseurs, mais pour produire des smartphones avec une vraie valeur ajoutée. Est-ce que ça vous semble un enjeu pour l'avenir? Elsa, on sait que je suis pas tout à... je vois pas la nécessité. Enfin, déjà, le ticket d'entrée dans une usine de téléviseurs, enfin de fabrication de dalles, on sait que le ticket d'entrée, c'est l'unité de base de compte, c'est le milliard. Donc, pour Apple, c'est rien. C'est une dizaine de... Quand tu payes bits 3 milliards, 1 milliard, c'est rien. Mais on parle d'une société qui est faiblesse. Donc, investir 10 milliards quand on n'a pas d'usine et aller s'enquiquiner avec la gestion d'une usine, c'est quand même un métier et c'est pas le métier d'Apple. Apple fait du sourcing et il y a des très très bons fabricants de dalles sur le marché. C'est un peu comme les téléviseurs et ce que tu expliquais, secteur à très faible marge, etc. Qu'est-ce qu'ils iraient faire dans cette galère, quoi? C'était la même chose pour les téléphones il y a quelques années à faible marge, et puis Apple a réussi à augmenter sa marge en offrant plus, en offrant de l'innovation et des services. Mais quelque part, on l'a vu aussi, souvenez-vous, il y a quelques années, Apple n'était pas présent sur la fabrication de puces, et finalement aujourd'hui ils le sont. Quelle drôle l'idée de vouloir concurrencer Intel ou ARM ou Samsung. Et aujourd'hui, quel est le composant qui coûte le plus cher chez Apple dans le téléphone? C'est la dalle que leur fournit Samsung. Apple va sur un marché hardware à partir du moment où il a un intérêt à lier le software et le hardware. Autrement dit, lorsqu'il est allé investir dans les puces, c'est qu'il y avait une logique liée au fait de dire on peut designer nos propres puces, on peut donc gérer les problèmes par exemple de dissipation de chaleur ou autre que vont avoir nos petits concurrents. Et nous, on va pouvoir faire des architectures spécifiques liées à nos téléphones et on va pouvoir toujours dire notre OS est particulièrement optimisé avec cela. Donc, il faut voir ça à ce prisme. Donc, la question, c'est est-ce que Apple a un intérêt concurrentiel à lier le soft et le hard, donc l'écran avec autre chose? Ça peut être une source de différenciation à venir s'il y a quelque chose de différent qui permet de dire nos téléphones sont différents et ce ne sont pas des dalles Samsung. Voilà, et si on offre, par exemple, si Apple avait proposé il y a 4 ou 5 ans le borderless en même temps que Samsung, les choses auraient été peut-être un peu plus simples pour Apple aujourd'hui, mais on ne va pas refaire l'histoire. Autre tendance forte de ce salon, l'intelligence artificielle, les assistants vocaux et les robots. On en parle si vous voulez bien après vos questions Twitter avec notre cher community manager. Florian, quelle est la question Twitter que tu as sélectionnée cette semaine ?
Oui, Olivier, donc les questions Twitter de la semaine, c'est une question de Christophe Aigron qui demande « Quid du Li-Fi ?» La société OLEDcom est présente au CES pour essayer de pousser cette technologie. Et d'ailleurs, comment se portent les sociétés de la French Tech? Donc 2 questions en une. On commence par le Li-Fi. Ils avaient des infos du côté de Driss ou d'Elsa sur cette technologie qui pourrait être un palliatif au Wi-Fi peut-être? RAS. Absolument rien vu, rien entendu. Bon, la start. Du côté... Ok, moi je veux bien sur OLEDcom, le Li-Fi c'est pas un palliatif au Wi-Fi puisque c'est de la propagation d'ondes par la lumière. On utilise la lumière, y compris des lumières invisibles pour envoyer des informations. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez un mur, l'information passe plus. Donc c'est vraiment adapté à des cas très très précis. Du point à point. Ouais. Vraiment, OLEDcom pousse sa technologie, notamment pour les milieux hospitaliers, pour les entreprises, par exemple, dans une salle de réunion, se transmettre des informations d'appareil à appareil en étant sûr qu'il n'y aura pas de piratage, puisque par définition, la lumière ne sortira pas de la salle. Et enfin, pour les personnes qui sont électrosensibles. Non. Donc, ce n'est pas du tout un palliatif Wi-Fi, c'est un complément dans des cas très niches d'application. Ouais, comme ça pouvait être déjà dans le passé avec des connexions avec des liaisons infrarouges ou des liaisons au laser. C'est le même principe. C'est le même principe. Qu'en est-il maintenant de la French Tech? On en a beaucoup parlé les années précédentes. 421 entreprises qui ont fait le déplacement contre 412 l'an passé à l'Eureka Park, qui abritait pas moins de 360 stands cette année de marques françaises. C'est un nouveau record. En tout cas, les politiques cette année, Elsa, ne sont pas vraiment bousculées du côté de Las Vegas. Ça s'appelle le syndrome gilet jaune, mon cher Olivier, parce que j'ai posé la question à pas mal de politiques avant de partir. Et c'était pas toujours un aveu franc et sincère, mais ce qui ressortait de la discussion, c'était personne n'a envie d'aller se faire prendre en photo ou risquer d'être pris en photo devant une machine à sous ou sous les ors du Venetian en pleine crise des gilets jaunes. Ça n'aurait pas fait très très chic. Ils ont été 4 à braver la tempête. 3 députés et le maire d'Angers, Christophe Béchu, qui lui allait faire de la veille technologique. Et les autres sont restés chez eux. Mounian nous a fait une petite incursion via un Awabot, donc un avatar qui s'est un peu baladé au milieu des startups. Mais bref, ils ont été très discrets. Et finalement, pour nous, les journalistes, c'était bien parce qu'on a quand même pu se consacrer aux entreprises, qui est l'essentiel. Très bonnes affaires. Donc, merci les politiques de pas être venus. Bien vu. Mounir, c'est Mounir Majoubi, c'est le secrétaire d'État à l'économie numérique. Le secrétaire d'État numérique. Qui était, c'est vrai, en première, qui gère pas mal la crise des gilets jaunes sur Facebook, notamment. Une petite réaction en plateau, peut-être avec toi, qu'est-ce que tu penses, cet engouement pour la French Tech aux États-Unis, de voir autant de moyens? Il y a quelques années, et moi le premier, je regrettais qu'il n'y ait pas assez d'entreprises présentes. Et aujourd'hui, on a tendance un petit peu à exprimer l'inverse. Il y en a trop. Quel est le juste milieu selon toi? Sur des salons comme ça, il y a quand même beaucoup de pays qui communiquent sur leurs startups présentes. La France est un pays parmi d'autres. Pour nous, journalistes, c'est un bon angle d'attaque sur les sujets que proposent ces entreprises. C'est vrai que quand on arrive à 421, on s'y noie un petit peu. Et c'est pas parce que c'est français que c'est une bonne technologie pour autant. Une belle innovation. Elsa, le logo, quelque part, le tampon CES, que c'est pas un peu facile pour les entreprises françaises, qu'il n'y en aurait pas trop, comme certaines critiques émergent aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses, Elsa? Moi, j'ai beaucoup râlé sur le nombre, donc je ne vais pas dire le contraire, mais il ne faut pas non plus tomber dans le French bashing. Il y a 10 ans, on pleurait parce qu'il y avait très très peu de Français au CES. Maintenant, il y en a plus, tant mieux. Il y a un autre point aussi, c'est qu'on a, depuis l'année dernière, quand même assisté à un tri. C'est-à-dire que les régions ont été plus sélectives dans le choix des startups qu'elles emmènent, donc il y a quand même moins de gadgets. Et il y a autre chose, alors je n'ai pas réussi à obtenir de réponse des organisateurs du CES à une question, c'est combien distribuez-vous de awards et honoris, ces récompenses? A priori, il y en a quand même quelques centaines qui sont distribués, mais il y a 5 ans, les Français en avaient reçu 5, et cette année, on en est à plus de 60. Ce qui me laisserait, je me cache derrière l'organisation du CES pour dire, il n'y a pas que du gadget inutile, il y a aussi des vraies technologies de rupture qui sont reconnues au niveau international. Donc cet effet masse, c'est quand même assez positif. Oui, donc c'est un bon porte-étendard, mais il faudrait savoir quels sont les critères de sélection de ce label CES aussi, peut-être. Je ne suis pas certain que ce soit forcément... Quel label CES? Il n'y a pas de critères de sélection, c'est tu payes un stand, tu y vas. Non, c'est pas ça. Tu sais, les awards. Les awards, Innovation Awards. Ah oui. Et oui, la question c'est, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'instantané ou les entreprises payent pour avoir le award? Vous avez l'info ou pas?
C'est censé être un jury indépendant et on est censé ne pas payer pour obtenir de récompenses. Mais après, l'organisation est suffisamment maligne pour jouer un côté école des fans et faire Produit de l'année. Tout le monde a gagné, c'est ça. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez sélectionné comme produit de la French Tech que vous avez retenu cette année? Moi, j'ai vu notamment nos amis de chez Cosmo Connected qui ont présenté un casque pour les cyclistes, après avoir fait effectivement le même modèle pour les qui s'adapte au casque d'auto. Qu'est-ce que vous avez retenu? Oui, c'est vrai que Cosmo Connected, on en a pas mal parlé avec le casque connecté pour vélo. Invoxia, son tracker Rodi, c'était pas mal parce qu'il se développe avec Sigfox. Donc, c'est bien moi, j'aime bien quand il y a des boîtes de la French Tech, des Français qui marchent ensemble. C'est pas mal. Là, je suis en train de finir un petit papier sur Bob, le mini lave-vaisselle pour les étudiants. J'aime bien ce projet, je les ai vus l'année dernière, ça progresse, ils déroulent, ils disent ce qu'ils vont faire et ils font ce qu'ils disent. Donc, c'est un produit qui va être vendu 299 €. Donc, c'est un lave-vaisselle qui n'a pas besoin d'eau, en fait. On met juste un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau dedans. Un réservoir. Ça fonctionne tout seul. On lave 4 assiettes en 20 minutes. Et pour les étudiants, les gens qui ont des petits apparts, pas beaucoup de place, c'est une bonne solution. Donc, il y a quelques jolies petites choses. Voilà, si tu veux compléter. Oui, moi j'ai vu Charlie, je ne sais pas si tu as vu ça, le robot compagnon destiné aux enfants hospitalisés. Le Toomob de Sterella, un robot pour la livraison à domicile de colis. Et puis pour la petite histoire, ils ne le disent pas, mais en fait, c'est Sterella qui fabrique le Toomob qui a fait le Charlie. Voilà, donc comme quoi... Je te livre un scoop. Voilà, merci Elsa. Et puis, comme chaque année, ou presque, puisque l'année dernière, c'était plus une marque française, elle est revenue, c'est les annonces de WeThings, Driss. Oui, pardon. Les annonces de WeThings. Eh ben, écoute, je les ai pas suivies parce que moi, je me suis concentré beaucoup sur les sociétés B2B lors de ce CES. Il y a eu la Move ECG, c'est la nouvelle montre intégrant un électrocardiogramme à l'instar de l'Apple Watch Series 4, sauf que son autonomie elle est d'un an, ça laisse rêveur du côté de chez Apple. Et qui reste à obtenir les accréditations pour la mettre en vente. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est-à-dire qu'il faut attendre, comme pour l'Apple Watch et en France, l'agrément des offices de réglementation médicale et de santé. C'est bien ça, Elsa, Oui, tout à fait. C'est toujours un petit peu long. Et l'autre chose que j'ai bien aimé, moi, chez WeThings, c'est qu'ils ont aussi décliné leur Move avec une version qui est personnalisable, qui est moins chère que celle avec l'électrocardiogramme embarqué. Et donc, on peut imprimer un logo ou le nom d'une personne dessus. Le design est sympathique. Ça fait un petit peu la swatch de la montre connectée. Et surtout, elle sera faite en France. Elle est made in France. Pour réponse rapide aux consommateurs. Donc, peut-être que l'Elysée va la vendre sur sa boutique. Peut-être que l'Elysée va savoir avec un I love Macron pour les gens qui sont... C'est pas très à la mode en ce moment, ce terme-là. Et enfin, un nouveau tensiomètre, le BPM Core, qui associe un ECG et un stéthoscope. Là aussi, il faudra aussi une agrémentation. Un agrément tout simplement. Oui, un agrément, c'est mieux. Oui, fatigué, le décalage horaire. Et enfin, un Netatmo qui se lance dans les sonnettes connectées. J'ai vu ça, ça a l'air pas mal. On aura l'occasion d'y revenir dans cette émission. Retour à la guerre des constructeurs sur le front de l'intelligence artificielle, cette fois avec comme épouvantail, du moins la partie émergée de l'iceberg, les assistants vocaux. On en parle dans ce prochain chapitre. Google Assistant et Amazon Alexa partout ou presque. Que reste-t-il à Siri? C'est vraiment encore une tendance forte de ce salon. Alexa Inside, Google Inside, peut-être Driss. Je veux qu'ils parlent un petit peu quand même aujourd'hui, Driss. Alors oui, les assistants, là tu peux y aller, on en met absolument partout. J'en veux pour preuve, ils arrivent même dans nos bagnoles. Il y a Seat qui a été le premier à intégrer Alexa dans sa, je crois que c'est dans l'ATK. Donc voilà, ils sont aussi dans les téléviseurs. Moi après, tu sais bien que aussi bien que moi dans les enceintes, on en fout absolument partout. C'est vrai, Driss, mais quelque part, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour Siri? On a vu l'annonce de Google récemment pour Google Assistant qui sera présent dans 1 milliard d'appareils installés à travers le monde. Donc c'est considérable. Ils ont multiplié leur nombre d'utilisateurs actifs par 4. Amazon Alexa n'est pas en reste, qui lui représente près de 100 millions d'objets connectés de par le monde. Peut-être poser la question en plateau pour rester un peu entre nous. Est-ce que quelque part Apple n'a pas laissé ses concurrents évangéliser le marché? Est-ce qu'aujourd'hui on est encore parce que c'est vrai qu'on est quand même des utilisateurs avancés, on est des geeks qui utilisons déjà depuis longtemps des assistants vocaux, mais ce qui n'est pas forcément le cas dans le quotidien du français moyen. Moi je pense qu'on est encore à l'aube de tout ce marché. Oui. Donc oui, Apple pourra revenir. Il faut qu'ils améliorent évidemment Siri. Il faut aussi que
Google, Amazon comme Apple nous démontrent complètement l'usage de ces assistants vocaux. Autour de moi, je vois encore beaucoup de gens, ils demandent juste la météo dessus. Ils s'en servent pas beaucoup C'est pas plus pour que notre ça. génération, c'est pour la prochaine génération, parce que eux, ils sont mes Non, enfants. mais sincèrement, Regarde, n'utilisent que ça. Hein. Aujourd'hui, ça sert Damien. à rien. Damien Ça sert à rien. Faut arrêter de se la raconter sur les assistants vocaux. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose quand on mettait la 3D dans la télé. Ça veut pas dire que ça servira pas. Mais dans les médias aujourd'hui, sincèrement, quand on regarde l'ordre de ce qui est demandé aux assistants, c'est la météo et les informations. Raconte-moi Les une blague. fonctions avancées, il y en a très peu, vraiment dans l'usage. On dit Alexa est dans 100 millions d'appareils. Si on compare au nombre d'iPhone dans la nature, ça reste un nain. C'est Pour vrai. l'instant. En revanche, il est évident que c'est l'avenir. Et donc, je rejoins effectivement sur le fait de dire que c'est un démarrage. Donc, en fait, il y a une bascule aujourd'hui qu'il ne faut pas rater. C'est évident qu'il n'y a pas de hasard si Tim Cook dit on va mettre de l'argent sur Siri parce qu'on a bien compris que c'était le moment ou jamais, et que Siri s'ouvre avec raccourci. Donc, c'est évident qu'ils ont bien compris que c'était le vent du boulet passait pas loin, et je pense que c'est encore rattrapable. Mais pour autant, c'est vrai que il y a un dernier élément aussi, tu le disais tout à l'heure, Olivier, avec la pub qui était sur le strip du CES, le gros élément sur lequel Apple a misé, qui à mon avis va faire la différence, justement ils vont vouloir faire la différence avec Siri, c'est la confidentialité des données. Et le gros argument sera de dire peut-être que notre assistant est moins performant, mais nous on a une approche différente de votre gestion des données. Et ça, ce petit jeu, Google et Amazon sont plutôt battus. Ouais. Tu dodelines. Non, je donne ligne parce que j'ai pu tester en live, parce que ça fait plus de 2 ans que j'ai un Echo, un Amazon Echo à la maison. Je me l'étais fait livrer et c'est vrai qu'il s'allumait sans que je lui dise quoi que ce soit, même la nuit, en silence le plus total. Tu peux ajouter quelque chose ? Oui, Elsa, bien sûr. Oui, sur les assistants vocaux, je vais prendre la casquette de Driss. Je vais dire qu'il faut aussi regarder du côté du B2B. C'est qu'on voit les applications à domicile, mais il y a de grosses applis qui arrivent en B2B, par exemple dans l'hôtellerie. Je pense que tous ceux qui sont allés à Las Vegas ont fait l'expérience heureuse de passer 20 minutes devant la commande de clim pour avoir un peu plus de 12 degrés dans la chambre. Et imaginez qu'on peut arriver et dire hey Siri, tu mets à 20 degrés centigrades, s'il te plaît. En plus, sans se tromper avec les Fahrenheit du premier coup. Ou bien trouve-moi CNN directement sur la télé. En fait, il y a des grosses applis qui arrivent. Dans les salles de réunion, allume directement le rétroprojecteur. Ouais. Alors, il y a des études toujours farfelues qui sont faites. On passerait, 15 heures de notre vie à chercher comment brancher un barcode, des choses comme ça. Mais il y a des vraies applications qui arrivent dans le B2B, dans l'hôpital, allume la lumière, éteint la lumière, redresse le lit pour les patients. Bon, bref, c'est infini et ça arrive. Et je pense que les applications les plus utiles seront dans le domaine de l'entreprise au sens très large. C'est vrai. Un dernier mot, Stéphane, tu voulais réagir, non ? Ceux qui seront les plus intégrables et les plus utiles vont gagner. Après, l'histoire des données. Bon, on verra. Sur l'histoire des données, juste pour finir Damien. là-dessus, après, pour rejoindre ce que disait Elsa sur l'aspect B2B, il y a aussi la volonté de dire, et pourquoi faut-il envoyer les données à Cupertino ou ailleurs lorsque je fais une demande juste pour monter le son ou augmenter ou baisser la température. Et la question du traitement de données en local, Siri va aller dans ce sens-là, je vous en fais le pari, et à la différence des autres. Et deuxième élément, vous avez une boîte comme Snips, qui est un petit français qui marche bien, qui aujourd'hui fait le pari du B2B justement avec ses fonctionnalités intégrées pour les hôtels, hôpitaux et autres lieux B2B. Donc je pense qu'il y a un vrai truc autour de ça. Tu me l'enlèves de la bouche, hein. J'allais parler d'eux justement et ils ont effectivement gagné un award au CES. Et c'est entièrement mérité. Et que Snip soit racheté par Apple, ça y est, c'est la rumeur de... Non, pas du tout. Tu lances une rumeur. Bien. Merci Stéphane. Mais avant de conclure, on en parlait un petit peu tout à l'heure. On parlait d'objets connectés, on parlait des retards d'Apple. Objets connectés, quand même, une plutôt de bonne forme d'HomeKit qui était assez présent cette année au CES sur le créneau de la maison connectée. On a vu les caméras Arlo, les fameuses caméras Arlo qui s'ouvrent à HomeKit. On a vu des douches intelligentes qui sont connectées chez You by Moen. On a vu arriver également, enfin ça y est, Driss, Elsa, le Wi-Fi de 6e génération pour faire fonctionner tous ces objets connectés sans fil. On a vu ça chez Netgear, chez D-Link, qui va reprendre le Wi-Fi AX, c'est bien ça ? La norme est finalisée et effectivement Netgear va être dans les premiers à shooter. Je crois qu'ils vont mettre à jour leur solution Orbi. Voilà, il y a Netgear aussi, D-Link. En gros, il y aura des débits jusqu'à
5 gigabits par seconde, c'est les débits théoriques, et à terme 10 gigabits par seconde, autant que la fibre chez Free que nous promet Xavier Niel. 10 gigabits Internet en filaire également, donc ça va aller aussi vite que le câble. C'est ce qu'on nous promet. On va voir ça, on va suivre ça avec intérêt. On vous promet une émission sur les nouvelles générations de Wi-Fi normalement dans quelques semaines sur On refait le Mac. Dernière tendance forte de ce salon pour conclure et faire vraiment un débrief complet de ce CES, c'est bien sûr les constructeurs automobiles qui étaient très présents dans les allées du CES. C'est la dernière tendance de cette année. CES 2019, le salon de l'auto autonome, presque on dirait. Il y a pas mal d'annonces du côté des constructeurs. On a vu une étonnante voiture rampante chez Huawei. Non, chez Hyundai. Huawei, c'est les constructeurs de téléphones. Driss, j'ai trouvé ça étonnant. Mais ça va pas arriver, ça, la voiture rampante, franchement. Alors, c'est pas une voiture rampante, c'est une voiture sur pattes. Si tu veux, les quatre roues sont montées sur des pattes. L'idée, c'est dans le cadre de la résilience, c'est-à-dire quand la technologie vient assister les personnes lors de catastrophes naturelles notamment. Si tu veux, quand ton ambulance elle peut pas accéder sur la route parce qu'il y a un arbre qui est tombé, cette voiture-là, elle roule, elle arrive face à l'arbre et puis elle peut passer au-dessus. Ouais, c'est rigolo. Le truc, c'est qu'elle peut monter les escaliers et venir emmener la civière directement pour récupérer quelqu'un dans un bâtiment. Ouais, on a vu du côté de chez Uber, Bell. de chez Uber, voilà, l'arrivée d'un taxi façon autonome, façon drone, développé avec le constructeur d'hélicoptères Bell. C'est une démonstration techno, encore une fois là-dessus. C'est pas... Alors, tous les ans, là, on a le droit maintenant à nos drones qui, comme les téléviseurs, ils sont de plus en plus grands. Là, effectivement, tu avais Bell qui présentait un modèle, c'est plus un hélico qu'un drone, qui peut emmener 5 ou 6 personnes. Et puis, tu as tout un tas de petits constructeurs. Aujourd'hui, si c'est un sujet qui t'intéresse, je te renvoie vers nextdrive.fr, où on traite souvent de ces voitures volantes, motos volantes. Il y a plusieurs projets qui sont en cours, même si à part à Dubaï, pour le moment on voit pas trop où est-ce qu'ils vont voler. Et justement, en parlant de Dubaï, on voyait la moto qui a été achetée par la police de Dubaï, qui aime beaucoup, tu sais, tous ces véhicules très exubérants entre Lamborghini et Ferrari et autres mœurs. Ils ont aussi acheté la première moto volante qui, je crois qu'elle vole à 6 mètres à quelque chose comme 100 km/h, à vérifier ces chiffres. Du côté des motos, on a vu Harley Davidson qui présentait une moto électrique, la LimeWire. Ça nous rappelle la LiveWire. Je l'avais essayé il y a 5 ans, si tu veux. J'avais essayé le prototype. Ça, il arrive. Alors, l'idée pour eux, c'est vraiment d'anticiper le changement. Leur vente baisse aujourd'hui, sans même parler des soucis de la politique de notre ami Donald. Donc, les ventes en baisse et donc, il faut être prêt pour l'électrique. Ça va faire hurler les puristes. Alors, pour eux, il faut savoir que Harley a quand même beaucoup travaillé le son, qui est une caractéristique de leur moto. Donc, ils ont un bruit de turbine. C'est assez impressionnant quand on voit la moto et c'est très sympa. Ouais. C'est une vraie bombe atomique, le truc. Tu as un couple monstrueux. Là où le bas blesse sur le prototype, c'était l'autonomie, quoi. On faisait un tour de circuit, il fallait la ramener, il fallait la recharger. Ouais. Donc là, elle est enfin commercialisée. Ça coûte cher, l'électrique. Et effectivement, cette Harley-là, elle coûtera 33 900 €. Ouais, déjà, tu vois, c'est pas donné, sachant qu'aujourd'hui... tu as des zéros qui sont quand même un peu plus abordables, zéro motorcycle. Et l'autre truc, c'est que l'autonomie, ça s'est amélioré, mais ça reste 170 km annoncé. À mon avis, c'est 170 km en mode éco et sans essorer la poignée dès que tu te mets à faire un rouler vers le... Très bien. Quid des Français? Tu en as vu quelques-uns là-bas dans la voiture autonome, la voiture connectée, l'habitacle. Je pensais notamment à Forestia, peut-être avec Elsa, si elle peut en dire un mot. Moi, ça a été ma démo préférée du salon Forestia, parce qu'ils ont un habitacle pour voiture autonome avec en mode repos, en mode relaxation spa, ça s'appelle. Wow. Donc le volant se rétracte dans la planche de bord, les sièges, les 4, peuvent passer en mode semi-allongé, et ça vous fait un petit massage du dos. Alors en plein salon, c'est hyper agréable. Bon, dis-le, c'est ce qu'il te faudrait aujourd'hui, parce que ça fait 1 heure que tu es debout. Campé sur leur stand. Pardon ? C'est ce qu'il te faudrait aujourd'hui, parce qu'on t'oblige à rester debout pendant 1 heure. C'est pas bien, c'est notre faute. Et franchement, le confort qui est imaginé par Forestia dans la voiture autonome du futur est vraiment, vraiment très, très, très sympa. Et surtout que c'est des produits qui existent, qui sont commercialisés, et il n'y a plus qu'à ce que les constructeurs appuient sur le bouton pour que ça arrive dans les voitures d'aujourd'hui. La plupart des choses
sont sur le marché, y compris avec des systèmes de douche sonore aussi, puisque Forestia a racheté Parrot, et dans la corbeille de la mariée, il y avait toute l'équipe qui avait développé les casques, le Zik, etc. La division de Parrot, profité pas du Parrot, savoir-faire. rassure-moi. Ils ont racheté la division automobile de Parrot, Ouais. uniquement. Et donc, ils ont utilisé ce savoir-faire pour développer des services dans la musique. Et chacun peut vraiment écouter sa musique sans entendre ce que celui d'à côté écoute. Moi qui ai des enfants de 12 ans, voilà, c'est quand même une certaine forme de bonheur. C'est-à-dire qu'on peut leur parler sans qu'ils aient des casques sur la tête, mais en même temps, on n'entend pas l'intégrale de Maître Jim, qui personnellement, ça C'est quelque chose qu'on avait vu il y a 3 ans chez JBL à l'IFA, ce genre de technologie. Et on se demande pourquoi c'est toujours pas intégré. Par contre, Elsa, pour ta gouverne, achète-toi une petite Mercedes à 80 000 € et tu auras les sièges massants. Je vais aller demander une augmentation à mon patron. On va en discuter. Voilà. Concrètement, là, on voit bien qu'en matière d'embarquer, c'est ça l'enjeu. Il y a beaucoup de rumeurs, Damien, sur l'arrivée d'Apple dans le secteur de l'auto. Et c'est plus qu'une rumeur. Il y a le projet Titan, c'est ça, si je me souviens bien, Damien. Voilà, l'enjeu, il est là parce qu'on s'aperçoit que l'interactivité, la main, elle est plutôt du côté de la Silicon Valley que les grands constructeurs aujourd'hui en matière d'usage des futures voitures, au-delà de la construction moteur, électricité, bien sûr. L'embarqué. Le projet Titan, c'est un peu, on en revient à l'histoire de la télévision de tout à l'heure. Est-ce qu'ils feront une voiture ou est-ce que finalement ils partiront sur autre chose? C'est la vraie question. Je pense qu'en revanche, ils explorent comment fonctionne le système. Aux dernières nouvelles, bien sûr, ce sont des rumeurs, il focaliserait plutôt sur une logique d'OS, en se disant que finalement, mieux vaut travailler sur ce qui va être le moteur des voitures à venir, y compris, par exemple, pour reprendre exactement ce qu'on se racontait tout à l'heure, avec LG ou autre. Est-ce qu'il vaudrait mieux, demain, ne pas proposer un OS clé en main à des fabricants, plutôt que de vouloir fabriquer sa propre voiture, avec tout ce qui va avec derrière, en termes de réseau de distribution ou autre? C'est la vraie question. Et donc, j'en viens justement à la future bataille qu'on va avoir, c'est que les futures voitures, toutes les voitures qui arrivent connectées, sont des futures plateformes de type iPhone ou autre, autrement dit, une bataille d'OS à nouveau. Donc, on comprend mieux. On le voit discrètement, CarPlay qui s'ouvre discrètement en laissant maintenant apparaître des applications concurrentes à plan. Enfin, vous allez me dire, c'est pas très compliqué. Avec Waze, il vaut mieux, je te confirme. On voit simplement que on va se retrouver avec cette même logique à nouveau de plateforme, d'accueil d'OS et à nouveau la concurrence, sachant que les constructeurs sont toujours aussi mauvais en termes d'OS maison. Enfin, pas tous, mais la grande majorité. C'était un métier. Elsa, de ton côté, tu dois y aller, Elsa, ou on peut conclure sur les voitures? Bon, j'en suis. Oui. Tu veux conclure avec nous? Oui, sur les voitures, on parle d'intérieur, etc. Mais j'ai aussi eu l'occasion de tester la voiture autonome de Valeo. Donc, c'est la même qui avait été déjà montrée en démo à Paris lors du salon de l'auto. Mais là, elle était en circulation à Vegas avec des nouvelles problématiques. Il n'y a pas de ligne blanche, par exemple, qui sépare les routes. Les voies sont beaucoup plus larges. Les feux rouges sont placés de l'autre côté du croisement. Alors, c'est un petit peu troublant. La conduite peut être un petit peu heurtée. Donc, le petit camarade avec qui j'étais m'a signalé que c'était la même conduite que sa femme. Et moi, j'ai répondu que c'était la même que mon mari. Donc, un partout la descente. Donc, c'est pas très fluide comme conduite, mais c'est super sûr. On a même eu un piéton, ce qui est très rare à Las Vegas, qui s'est jeté sous nos roues hors passage piéton. Donc, je soupçonne Valeo d'avoir embauché des figurants. Ouais. Et la voiture a parfaitement avec une bonne assurance. évité le monsieur qui avait surgi de nulle part. Et ça reste, c'est pas la première fois que j'en faisais l'expérience, mais ça reste bluffant d'avoir la voiture qui change de fil, qui suit tout le parcours qu'on lui a indiqué de suivre, sans que la personne qui est, pour des raisons légales, derrière le volant ait à toucher ou le volant ou les pédales. Bon, patience, 2030. Et pour conclure sur les voitures présentes, les constructeurs présents à Las Vegas, quid des grands constructeurs? Driss, j'ai vu les annonces de Volkswagen qui a annoncé une nouvelle station de recharge portable. C'est ça l'enjeu pour les voitures électriques, c'est qu'on puisse la recharger. Donc on mettrait des batteries géantes un peu partout pour 2020. Et Toyota qui s'est engagé à vendre 1 million de véhicules purs électriques d'ici 2030. Ça semble très loin, ça, à l'heure où Tesla, on voit comment ça bien se développer dans le premium, bien sûr. Ça semble d'autant plus loin que tu as un autre constructeur majeur aujourd'hui qui a annoncé sa conversion dès l'année prochaine. C'est pas le plus gros au monde, mais c'est Smart. Smart nous dit que 2020, c'est terminé, il n'y aura plus aucun modèle thermique. Filiale de Mercedes, Smart.
Oui, filiale de Daimler, qui vient d'ailleurs, tiens, on reste dans l'actu, de lancer Car2Go à Paris, leur service d'autoportage, hors sujet. Ensuite, oui, tu as toujours cette problématique de la recharge qui est quand même au centre des préoccupations. Alors, tu as notamment dans la moto, c'est marrant, tu parlais de Volkswagen, mais c'est aussi pour les scooters où on envisage ces systèmes. C'est Kymco, le fabricant de scooters, qui propose ces batteries interchangeables. Donc, tu aurais des stations un peu partout dans la ville, et dès que ta batterie commence à faiblir, tu t'arrêtes, t'enlèves ta batterie, puis tu remplaces par une autre. Voilà, on a essayé d'être le plus exhaustif possible sur les annonces de CES 2019. On essaiera de revenir sur les principales tendances quand les produits seront disponibles. Moi, j'ai hâte pour les produits électriques, mais les voitures électriques, il va falloir attendre encore un petit moment. On passe maintenant à vos coups de cœur. Elsa, on commence par toi. Quel est ton coup de cœur cette semaine ? Moi, j'aurais envie de faire un coup de cœur assez général parce qu'on a fait beaucoup de French bashing et je vais revenir à la French Tech. Il y a eu quand même de gros progrès de fait en termes de visibilité, on voyait que. J'ai fait un petit tour des autres stands, y compris le stand US Government, qui, du coup, à côté de la visibilité de French Tech, faisait presque un petit peu de la peine. Les Hollandais ont fait un bel effort aussi, Israël aussi. Et j'aime bien ce principe de mettre en avant les pays parce que on est quand même dans des pays qui ont besoin de mettre en avant le fait qu'on sait innover, qu'on sait apporter des nouveautés au marché. Il n'y a pas que les Américains, Apple et les Chinois dans la vie. Il y a aussi les Français qui savent faire des jolies innovations. Merci Elsa. On enchaîne peut-être avec Driss. Quel est ton coup de cœur cette semaine ? Écoute, moi je suis un gros tête en l'air, un vrai poisson rouge, je perds tout, j'égare tout, donc il faut que j'ai une certaine rigueur. Et puis j'ai ce petit gadget là, tu vois, quand je perds mes clés de moto, c'est Tile. Bon, on connaît, hein, c'est un tracker Bluetooth, donc il est synchronisé à mon smartphone et je peux le détecter via l'application, donc savoir s'il se trouve à proximité, le faire sonner, et ça fonctionne dans l'autre sens aussi, tu peux faire sonner ton téléphone pour le retrouver. Là où c'est aussi intéressant, c'est que du Bluetooth, donc forcément c'est compliqué de le retrouver à distance si tu es au-delà de la portée, mais qu'il y a toute une communauté qui peut t'aider à retrouver tes clés ou n'importe quel produit auquel tu l'attaches. Et pour finir, grosse nouveauté avec la nouvelle gamme, c'est que enfin, il y a une pile bouton dedans, donc tu n'es plus obligé de le jeter, parce qu'auparavant, il fallait les jeter, c'était pas super écologique, et en racheter un, il te faisait une promotion, une petite ristourne sur un nouveau tracker, sauf que en matière d'écologie, c'était pas terrible. Donc voilà, toute la nouvelle gamme maintenant est équipée de piles interchangeables. Donc si vous aussi vous égarez tout, c'est le petit gadget bien pratique. Merci Driss. De ton côté, Damien, ton coup de cœur cette semaine ? Oui, Driss, tu me fais penser à Wistiki aussi, hein, le petit concurrent français, mais qui a le même problème avec la batterie qui est intégrée. J'espère ne pas avoir à le jeter parce que je trouve très joli. Mon coup de cœur, c'est tout simplement le fait que moi, alors c'est peut-être très parisien comme point de vue, mais j'ai pas de voiture, hein, j'en ai plus, et depuis l'arrêt des Autolib, j'étais un peu orphelin. Tu l'as dit tout à l'heure, Driss, avec l'arrivée de Car2Go qui est le dernier, donc c'est l'application que j'ai téléchargée. Elle est arrivée il y a vraiment très très peu de temps, donc très très content de voir que des applications Car2Go, c'est pas qu'à Paris, en plus dans plein de villes, donc c'est un peu génial parce qu'en fait, si la ville est équipée de Car2Go, c'est Daimler derrière, eh bien vous pouvez trouver une voiture directement en free floating, donc vous pouvez la prendre et la déposer où vous voulez dans la ville. Donc il y a Paris et d'autres villes. Il n'y a pas de station comme Autolib, c'est ça en fait l'idée. Hein, voilà, il y a pas, on prête ces voitures électriques et on les prend et on les dépose où on veut. Ce qui est génial donc avec Car2Go, c'est que par rapport à ces petits concurrents, c'est que c'est un produit qui se veut de plus en plus. Enfin, ils ont une portée mondiale, donc l'idée ce sera de se retrouver dans n'importe quelle ville, prendre une voiture n'importe où et la déposer n'importe où. Donc je suis très content de ce nouveau service qui vient d'arriver. Alors, petite info, hein, le service est lancé là cette semaine à Paris. Si vous vous abonnez, vous avez les 3 mois gratuits, il vous offre 9 €. Là où le bas blesse, par contre, c'est que toujours pas en petite banlieue. Donc moi, je voudrais bien abandonner ma moto, ma voiture, mais je peux pas. Et là, c'est donc, cher, je vais continuer à payer une assurance. Par rapport à feu Autolib, ça revient assez cher l'heure de location ou pas ? 0,24 à 0,34 centimes de mémoire. C'est ça, oui, tout à fait. Autolib, c'était 5 € la demi-heure de mémoire. Et là, 34 centimes, c'est quoi ? C'est la demi-heure ? C'est le kilomètre ? Non, c'est la minute. C'est la minute. La minute entre 24 et 34 centimes. Oui, d'accord. Mieux privilégier des courts trajets. Merci Damien. Allez, on revient au plateau pour les coups de cœur avec notre ami Stéphane. Quel est ton coup de cœur cette semaine ? Alors cette semaine, une série, ça faisait
pas très longtemps, mais bon, comme on ne s'était pas vu depuis longtemps, donc j'en ai vu une. C'est une série qui s'appelle When Heroes Fly sur Netflix, qui a été primée lors du premier festival Sérimania à Lille, qui est une série israélienne qui se passe à Bogota. Merci Stéphane. De ton côté, Boris, est-ce que tu as un petit coup de cœur que tu utilises au quotidien, par exemple? Que j'utilise au quotidien, non, pas encore, mais quelque chose que j'ai repéré au CES et qui avait été présenté avant la Paris Games Week, c'est la Square One. C'est la première console de jeu qui sert à faire des jeux de société. C'est vraiment le mélange entre jeux de société et jeux vidéo, où du coup, c'est un grand écran tactile et quand on pose les pions, ça anime tout un jeu de plateau et qui intègre du coup différents jeux, d'un jeu de loi, un jeu de rôle et dans le futur, plusieurs jeux de société. Le meilleur des deux plateau. mondes, réunis dans un seul produit et tactile de surcroît. Et c'est une entreprise française qui fait ça. Ça sera dispo quand, tu sais? D'ici la fin de l'année. C'est la fin de l'année. Merci Boris. De mon côté, tout simplement un grand coup de cœur à tous les amis d'On refait le Mac et donateurs de notre campagne de financement participatif. Je suis vraiment extrêmement personnellement touché par votre soutien à notre travail depuis maintenant déjà 9 ans. C'est un formidable boost pour aller plus loin. Nous sommes vraiment en très bonne voie pour atteindre d'ici quelques jours, j'espère, le troisième levé, le troisième objectif de notre financement participatif sur Ulule. Et grâce à vous, nous pouvons déjà acquérir de nouvelles caméras. Donc, c'est vraiment formidable. Prochaine étape, donc, acquérir une caméra de reportage. Et puis, prochaine étape, on espère pouvoir acquérir un nouveau mélangeur, plus qu'un long discours. Et pour essayer de faire comprendre pourquoi on a besoin de votre soutien et pourquoi on veut lancer une web TV, je vous propose de découvrir les coulisses du montage de l'émission avec notre réalisateur François Bontemps qui vous explique pourquoi nous devons investir dans du nouveau matériel. Là, je suis en train de faire le montage de l'émission parce que on refait le Mac, on se contente pas de tourner et de diffuser, on monte aussi. Normalement, ça c'est une étape qui devrait, sur une émission de télé classique, là on est sur une émission d'1 heure, ça devrait prendre à peu près 2 heures. On fait pas que ça en fait, parce qu'il y a toute une partie post-prod du fait de notre mélangeur qui est pas extraordinaire en incruste. Donc voilà, je reçois un fichier comme ça avec le fond vert. Là-dessus, je fais un masque pour enlever un maximum de l'image tout autour, voilà. Et puis ensuite, j'applique l'incrustation. Le décor, je le mets, voilà. Un petit logo dans l'écran. Voilà, donc du coup c'est un boulot énorme parce qu'on le fait sur chacun des plans. J'y passe la journée, entre le montage qui effectivement devrait prendre 2 heures, plus toute la partie post-production, les effets, le décor, etc., qui me prend énormément de temps. Si on peut réussir à changer de caméra et de mélangeur, cette journée entre guillemets perdue à faire de la post-production, du décor, de l'incruste, on pourrait la consacrer à faire de nouvelles émissions. Voilà, et puis nos caméras, elles seraient plus précises et puis elles seraient 4K, donc on serait prêt pour l'ultra haute définition pour On refait le Mac. Voilà, merci François. Il a beaucoup de courage, François. Il a beaucoup de travail chaque semaine. Sans lui, l'émission ne pourrait pas être là. C'est vraiment un rouage très important de cette émission. C'est la fin de ce 318e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission qui sera consacrée à Apple et son Mojo. Apple a-t-elle perdu son Mojo? On verra, on essaiera d'y répondre. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner. Nous, c'est déjà fait à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité. Et à la semaine prochaine. Au revoir.